un itinéraire personnel n'a de valeur que s'il s'insère dans un contexte plus large, dans un contexte, je pourrais dire, civilisationnel, qui dépasse l'individu lui-même. Tu parles des aurores. Alors pour parler rapidement des aurores, le contexte, c'est celui des migrations transpyrénéennes, qui est à la base un petit peu de mon enfance, et de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Je suis en partie le produit déjà de cette histoire-là. Après, il y a des étapes que nous connaissons tous plus ou moins, ou quelquefois comme un peu éloignées, donc on oublie quelquefois. Mais mon itinéraire s'inscrit ensuite dans ce qu'on a appelé l'exode rural. L'exode rural est, tout le monde se souvient d'un ouvrage qui s'appelle Paris et le désert français. C'est-à-dire que dans les années 50 et 60, cet exode rural est puissant, hein, et en même temps vide une partie des régions dont nous sommes originaires. Et il y a une réaction qui va se produire par rapport à cet exode rural et le mépris qui accompagne les populations rurales. La grande insulte, elle tient encore un peu toujours aujourd'hui, mais c'est paysan. Voilà. Et il s'agit à ce moment-là, de renforcer le centralisme parisien et de provincialiser de façon extraordinaire, de façon dure, les régions qui sont en dehors de la capitale. Nous sommes alors dans une pensée binaire, Paris-province, dans laquelle on est encore, hein, qui a été établie, et une pensée binaire dans laquelle, évidemment, le province n'a pas accès à l'universel, et province, il y a des relents de repliement sur soi, de choses un peu archaïques. La preuve, hein, nous connaissons les ouvrages de François Mauriac, par exemple, ou à l'opposé, les ouvrages de Pagnol qui vont anecdotiser tout ce qui est un peu provincial. Mais il n'y a pas d'avenir à ce moment-là pour tout ce qui est provincial. Il faut aller à Paris. C'est Paris qui est la porte et la clé de l'universel. Donc, j'ai suivi ce mouvement. Il se trouve que dans les années 70, il y a un événement qui va bousculer et presque à la limite inverser cette vision-là. C'est le Larzac. Le Larzac, donc éminemment terre rurale, qui va s'ouvrir au monde, qui va refuser un état de fait, qui va s'ouvrir au monde et dans lequel va apparaître un slogan qui est « Volem vivere al país et decidi al país ». Nous voulons vivre au pays et décider au pays. C'est-à-dire nous ne voulons plus partir, être obligés de subir un exode. Il y a des choses à inventer ici et nous avons du potentiel. Et ce potentiel est méconnu et dévalorisé. Ça a été un grand moment, justement, qui a permis de revoir un petit peu l'histoire en même temps, de revisiter l'histoire. Et ça, c'est dans un mouvement beaucoup plus large que celui dans lequel, le contexte dans lequel nous étions. Ça va moi-même m'obliger à lire l'histoire différemment et surtout à lire l'histoire officielle et de se dire il faut lire entre les lignes. Donc on apprend à lire entre les lignes et surtout on s'intéresse à l'histoire des autres pour mieux comprendre la sienne. Et là, il y a quelque chose de tout à fait intéressant
qui est un bouleversement même de la vision qu'on a de l'histoire. Jusque-là, c'était une histoire nationale, l'histoire vue de Paris, et une histoire nationaliste sur le précaré français, l'Hexagone. Et tout d'un coup, ça nous a apparu comme un repliement, et que la vraie histoire, et là, on a un historien hindou extraordinaire qui s'appelle Sanji Subramaniam, qui nous a permis de comprendre que peut-être l'histoire la plus intéressante pour comprendre l'évolution du monde et notre possibilité d'évolution, c'est l'histoire des connexions, l'histoire des flux économico-culturels dans l'histoire, avec ses comptoirs et ses relais. Et donc, on s'est inscrit, sans le savoir, dans cette relecture de l'histoire à haut niveau. Et ce qui a évidemment déclenché chez beaucoup d'entre nous qui étions à Paris en exil ou en émigration, émigration est un terme plus économique, exil est un terme plus psychologique, hein, et de se dire il faut retourner au pays, non pas comme avant, en attendant d'être vieux, parce que c'était ça, on va à Paris ou dans le Nord, et on reviendra au pays pour vivre sa retraite et ses derniers jours. Non, c'était qu'il fallait partir au pays en pleine forme, dans la force de l'âge. Autre élément à considérer pour les années 70-80, c'est la construction européenne. Et surtout, ce qui va être très important pour nos mentalités méridionales, entre guillemets, c'est l'entrée de l'Espagne et du Portugal dans le marché commun. L'Espagne, jusque-là, l'Europe est perçue surtout comme une aventure nord-européenne. Et à part l'Italie, qui était une des premières, mais l'Espagne, pour les Pyrénéens que nous sommes, ce basculement va être très très important, parce qu'il va permettre de reconsidérer la frontière pyrénéenne comme un espace de civilisation, comme un carrefour, et non plus comme un cul-de-sac, comme nous le sentions quand nous étions petits dans les Pyrénées. Donc ça, c'est un élément très, très important. Et donc, ça nous a incité aussi à Meutan à partir, à quitter Paris, pour construire, contre vents et marées, un autre, pas un autre pays, mais pour développer une autre vision des pays d'où nous venions. Nous venons donc d'un pays qui avait été considérée comme une province, donc comme très peu inventive, hein, et vieilli. Un pays vieilli. La jeunesse était partie, et là, nous revenions dans la force de l'âge. Donc nous sommes certains rentrés dans le jeu des administrations, des politiques, des associations, pour aborder un changement des mentalités. Alors, quand on regarde avec un petit peu plus de recul, ce qui s'est passé est quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire que quand on défendait la culture occitane à Paris dans les années 60-70, c'était très mal vu. D'abord, on nous disait ça n'existe pas. Hein. Ce sont des élucubrations. On se heurtait à, évidemment, la grille historique que nous avions apprise, mais dont nous avons appris à nous défier un petit peu. Et en face, nous avions le précaré hexagonal. C'est une chose qui a été dure, qui a été difficile de lutter contre la dénégation, comme on pourrait dire, le déni constant, un petit peu de ce que nous pouvions apporter. Non, nous n'avons rien apporté, ni à la France, ni au monde. C'était une histoire finie, close. Et donc nous réouvrions un espace. Nous réouvrions un espace. Et il se trouve qu'en 2016,
apparaît sur l'échiquier français et européen la région Occitanie. C'est quelque chose qui va... c'est un marqueur très très important pour comprendre tout le travail qui a été fait en amont, énorme travail, je pense, auquel j'ai participé avec plein d'autres personnes, mais pour qu'il y ait émergence d'un espace différent et porteur, il faut qu'il y ait là aussi non seulement une revisite de l'histoire, d'une réouverture du précaré, de cette frontière pyrénéenne à relativiser dans l'histoire, mais aussi à savoir si nous étions capables de proposer des concepts nouveaux, civilisateurs, à partir de notre culture aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle. Alem, j'ai une question à te poser. Parce que, a priori, dans le discours d'aujourd'hui, quand on parle d'Europe, on aurait plutôt tendance à penser à la mondialisation, à une culture européo-américaine, qui irait dans le sens, disons, de promouvoir une standardisation à l'international. Et là, ce que tu nous dis, c'est intéressant, parce que tu dis qu'en 1976, l'avènement de l'Europe et l'intégration de l'Europe, de l'Espagne et du Portugal a permis d'ouvrir la singularité de la région. Donc c'est un petit peu inédit dans la façon d'envisager les choses dans l'actualité d'aujourd'hui. On a tendance à voir l'Europe plutôt comme un rouleau compresseur des identités. Là, la façon dont toi tu nous en parles, tu nous dis que l'Union européenne finalement a permis à des identités minoritaires de s'exprimer. Oui, il y a en même temps qu'un mouvement d'élargissement et de mondialisation, ça a permis en même temps de faire émerger des contrepoids à cette mondialisation, essentiellement américaine pour le moment, et de se dire qu'il fallait trouver un équilibre à l'intérieur de l'Europe entre justement ce mouvement général qui est apparemment associé au progrès et à des émergences d'identité, et l'Europe est extrêmement riche, mais comme d'autres pays du monde, et qui ont failli être détruites et qui sont toujours en capacité peut-être d'être détruites par ce rouleau compresseur dont tu parles. Donc, il y va en même temps on pourrait appeler ça aujourd'hui peut-être d'une bioéthique, d'un écosystème dont nous commençons à nous rendre compte de l'importance pour construire l'avenir. Nous faisons partie d'un écosystème. Et la culture occitane, comme d'autres cultures, comme d'autres identités, je préfère, moi, quelquefois parler des personnalités, plutôt que des identités. Ces personnalités sont porteuses de ferments, sont porteuses peut-être de concepts dont je parlais, de contrepoids dont peut-être le monde a besoin, et on s'aperçoit que là, ce dont je parle au niveau européen peut se retrouver dans plein de parties du monde. Et donc il y a un enjeu, justement, à l'intérieur de l'Europe, d'un équilibre entre une mondialisation plus ou moins nécessaire, suivant les cas, et de personnalités qui sont la marque de la richesse et de la complexité humaine. Dans ce contexte très général, où tu as déjà parlé des Pyrénées, du Transpyrénéen, de l'exil, de migration,
d'une histoire nationale qui avait du mal à laisser émerger les cultures et les civilisations qu'il habite depuis très longtemps. Et donc, toi, ton itinéraire commence où et quel est le point de départ qui t'amène ensuite à traverser toutes ces étapes que tu viens d'évoquer à grands traits? Alors, le point de départ, un des points de départ, celui que j'ai le plus dans la tête là, actuellement, le plus précis, c'est celui d'un enfant qui vit dans une vallée pyrénéenne, réputée à l'époque reculée, très loin de Paris, 800 km, 900 km de Paris, au nord, et qui est dans un cul-de-sac, apparemment dans un cul-de-sac historique. Or, il se trouve que dans cette famille ouvrière pyrénéenne, il y a des gens qui viennent de l'autre côté des Pyrénées, donc de migration à double entrée. Une entrée économique, les années 30, les années 40, à peu près, oui. C'est-à-dire qu'on fuit la misère. Les Galiciens, notamment, et je suis galicien d'origine, vont essayer de survivre de l'autre côté des Pyrénées. Et ça va se doubler d'une migration politique, avec la guerre d'Espagne, c'est-à-dire que ces familles républicaines vont être obligées, sous peine de mort, à la limite, de franchir la frontière pyrénéenne et d'être plus ou moins accueillis. Ce contexte, pour moi, il est fondamental, à la limite, parce que, d'une part, bon, c'est une histoire dans l'histoire, avec un temps précis, les années 40-50, mais elle renvoie évidemment à toutes les migrations dans le monde et puis à ce qui se passe aujourd'hui et comment peut-on faire face, comment des vallées pyrénéennes à l'époque, mais comment aujourd'hui plus largement des pays peuvent-ils faire face à des migrations qui sont à la fois économiques, écologiques, ça c'est nouveau, et politiques. Donc, je peux dire que cette entrée dans le monde, finalement, elle m'a ouvert, pas tout de suite, parce qu'il faut comprendre. Oui, c'est ça. Bien sûr. Ça met du temps. Il faut comprendre. Ça me met de plein pied avec la problématique contemporaine, la plus contemporaine. D'accord. Et à partir du moment où tu vois le jour dans ce contexte dont tu viens de nous parler, c'est le parcours ensuite intellectuel, il s'est construit dans, tu as été dans l'école républicaine et qui t'a fait ensuite probablement te déplacer, aller vers Paris, c'est ça? Alors, en dehors des aléas de l'enfance et d'une enfance comme la mienne qui a été bousculée justement par rapport à... je suis né dans un contexte pas loin de Toulouse, je suis né pas loin de Toulouse, mais dans un contexte bien particulier qui est celui où Toulouse est sous emprise nazie, allemande. Voilà. Et donc, un contexte très, très particulier où il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inquiétudes, etc. Et donc, je suis le produit un petit peu de ça. Et donc, je me suis retrouvé ensuite un peu plus loin des Pyrénées, dans une autre famille d'accueil, dans la région de Toulouse, dans la campagne. Donc, un contexte rural. Un contexte rural de petites propriétés, 5 hectares, c'était rien, en survie. Mais où on utilise encore, où les mentalités sont très imprégnées encore, ce que je peux appeler de 19e siècle. On est encore, on travaille avec les bœufs. J'ai participé, enfant,
à des choses qui sont pour moi, quelquefois, quand je les raconte, complètement... c'est comme si je racontais quelque chose qui n'existait pas, même vis-à-vis de moi. Il faut que je me le remémore profondément. De participer à des travaux de ferme comme un enfant du 19e siècle. Ça, c'était tout à fait, c'est une parenthèse intéressante qui va porter ses fruits certainement beaucoup plus tard. Parce qu'on ne comprend les choses, évidemment, qu'après des études, des analyses que l'on fait, quand même à un âge beaucoup plus avancé. Et je me suis trouvé sorti de ce contexte pour entrer dans un autre. Donc, une famille qui est de ma mère qui me récupère et qui va essayer de tout faire pour me sortir du contexte espagnol mal vu, etc., pour me faire des études un peu à l'opposé, c'est-à-dire me porter davantage vers l'allemand comme langue de base, apprise au collège. Donc ça m'a permis, en même temps, tout en me dissociant de nouveau de tout mon monde, de mon univers pyrénéen et espagnol, de me reporter vers le nord. Et en même temps, vers Paris et le nord. C'est-à-dire, si je faisais des études d'allemand, ce qui a été très bénéfique pour moi, puisque très tôt, j'ai appris à connaître, grâce à un professeur extraordinaire, la littérature allemande, et donc notamment Thomas Mann, et un de ses ouvrages fondamentaux, qui s'appelle Tonio Kröger, que je vais reprendre, après je vais écrire en occitan, un ouvrage qui s'appelle Antonio Vidal, qui est lié à cette culture-là. Une fois accueilli dans une nouvelle famille, je fais donc des études au lycée de Revel, collège d'abord et lycée de Revel, où j'apprends l'allemand en première langue, et ça va être décisif pour la suite, au niveau littéraire. L'objectif, c'est de faire des études et pour quitter le milieu à la fois rural, local et même toulousain. Dans un premier temps, je fais des études à Toulouse, mais le but, c'est de faire des études à Paris. C'est logique, à l'époque, tout le monde va à Paris, surtout pour certains genres d'études que je voulais faire, notamment le tourisme, et travailler dans le plus de pays du monde possible. Et donc, c'était une logique. Hein. Je partais des Pyrénées, un cul-de-sac, et quand on regarde la carte de l'école, eh bien, c'est une carte de France dans laquelle il n'y a rien en dessous des Pyrénées, voilà, c'est clair, mais que ça porte le regard, si on veut s'élever dans la société, on fait en tant qu'enfant ce regard comme ça, et on monte à Paris, on monte dans l'échelle sociale, etc. Donc ça, pour moi, c'était la grille de lecture générale, il n'y avait pas de problème. C'est une fois dans la place, à Paris, que là, plein de choses vont commencer à se désintégrer, on pourrait dire. Et que ma grille de lecture du monde elle va se défaire. Elle va se défaire. D'une part parce que à Paris, on peut contacter des tas de gens venus de tas de parties du monde, donc on peut se comparer plus facilement à ce moment-là. Et puis parce que quelque chose est en train de changer. Et que je m'aperçois aussi que cette ville lumière du monde, eh bien, elle a plein d'ombre. Et que je ne m'y plais pas forcément. Et que comme beaucoup de méridionaux, c'est un vrai exil. C'est en dehors d'une immigration économique, comme font plein de gens, hein, plein de jeunes à l'époque. L'avenir, il est là-haut. Hein. Et puis peut-être point de départ pour aller ailleurs dans le monde. Tout d'un coup, cette ville n'est pas
aussi accueillante à la diversité du monde que l'on pense. C'est-à-dire qu'elle va survaloriser la diversité extérieure du monde, parce que ça lui apporte beaucoup du renom, mais elle va détruire en même temps sa complexité et sa diversité intérieure. Et c'est là que va se jouer la déflagration. Et dis-moi, cher Alem, par rapport à cette déflagration, puisque là on est dans les années 70-80, dans les mines qui ont suscité cette déflagration, quelles sont les principales qui t'ont particulièrement marqué? Parce qu'en fait, on est dans une période où il y a une mode, disons, il y a du structuralisme, il y a du marxisme, etc. Et comment toi tu as évolué dans tout cet environnement pour finalement aller vers cette déflagration? Alors, c'est complexe, hein. C'est complexe parce qu'il y a plein d'éléments. Je pense qu'il y a un élément, là aussi, qui a joué pas mal, c'est en 1980-81, le changement politique. Suite, d'ailleurs, au Larzac, hein, tout ce qui s'est passé sur le Larzac, tout d'un coup, François Mitterrand arrive et il y a un projet de société nouveau, dans lequel on a voulu s'intégrer et dans lequel il a fallu déchanter, évidemment, au bout à peine de 2 ans déjà. Mais ça a permis, en tout cas, de débloquer, là aussi, des mentalités, de débloquer des concepts. Et il se trouve qu'il y a un personnage qui a joué un rôle plus important pour nous, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, que François Mitterrand, c'est Michel Rocard et le Parti socialiste, le PSU. Et ça nous a donné en même temps une impulsion extraordinaire, parce qu'à partir de là, on s'est dit, il faut partir de Paris, et il faut aller travailler sur place pour tenter de changer les mentalités et de faire évoluer les mentalités. Alors, aller sur place, c'est en lien avec revivifier cette idée d'Occitanie, la langue, la culture, lui redonner sa place dans le monde d'aujourd'hui. C'est dans ce sens-là que tu veux dire de retourner sur place? Oui, et retourner sur place, ça voulait dire à ce moment-là, sans qu'on le sache au début, le hasard a fait que, mais quel hasard, c'est de se retrouver dans une administration comme une administration régionale. Hein. Donc, c'était Midi-Pyrénées, ça s'appelait la région Midi-Pyrénées, et le propos, c'était, quand je parlais de faire changer les mentalités administratives, politiques et associatives, donc un travail colossal. C'est-à-dire, là, lutter sur place contre la grille dont je parlais tout à l'heure. Et dès le départ, dès que je suis rentré dans le poste de chargé de culture, c'était de préciser tout de suite que cette langue et cette culture n'étaient pas uniquement locale, régionale, mais qu'elle était interrégionale, euro-régionale et européenne dans sa culture. Et que donc, là, c'était quelque chose, d'un coup, qui dérangeait beaucoup. Oui, parce que c'était une condition pour la sortir de la folklorisation. Ah, complètement. Ah, mais il était en plein. Les années 90, la plupart des élus, pour eux, c'était... on parlait un peu du patois ou de la langue d'oc, dans les meilleurs cas, pour couper un ruban et pour faire danser mal, d'ailleurs, quelques groupes folkloriques. Voilà. C'est-à-dire le néant. Voilà. Et donc, il fallait changer ça à tout prix. Oui, c'était colossal. C'était colossal. Et j'ai eu comment on appelle ça, peut-être en tout cas, c'était un profond désir. Je me dis, pour contourner ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire un grand coup ou se rentrer dans le moule et faire évoluer tranquillement les choses? J'ai décidé le grand coup, quitte à
disparaître de la scène publique. Et ce grand coup, c'était justement d'appuyer cette nouvelle conception en en demandant à l'UNESCO, qui m'a donné son label, pour une opération culturelle d'envergure sur la traduction des langues. Et alors à cette époque-là, on parlait des langues les moins répandues dans le monde. Elles ne sont pas toujours minoritaires, mais moins répandues. Qu'est-ce qu'on fait de ce trésor-là? Est-ce que ça n'a aucune valeur ou est-ce qu'elles font partie du monde de demain? Voilà. C'était un peu ça. Et pour peut-être troubler un peu les esprits avec leur grille traditionnelle, c'était d'inviter le Japon à Toulouse et de faire venir des professeurs d'occitan du Japon. Ça, personne n'y pensait à ce moment-là. Et ça a été une espèce en faisant un défilé de mode occitano-japonais, ce qui a défrayé complètement la chronique, évidemment, mais qui a permis de bousculer complètement cette vision anecdotique, folklorisante, péjorative, etc., de cette culture. Évidemment, ces différents éléments, ce contexte général, m'a complètement bousculé et jusqu'à aujourd'hui. Mais c'était nécessaire, puisque pour sortir des grilles que je pouvais avoir, et peut-être des nouvelles grilles que je pouvais construire et qui pouvaient m'enfermer, ce bousculement vient de ce contexte, mais aussi d'une histoire personnelle que j'ai laissé comprendre un petit peu, c'est-à-dire d'un enfant en situation d'abandon et d'être accueilli par des familles différentes. Il y a une conjonction qui s'est produite à l'âge de 15 ans à peu près, c'est-à-dire l'adolescence, où j'étais très perturbé évidemment par ma condition, sans pouvoir l'expliquer à qui que ce soit. Et je suis tombé sur un livre. Je ne lisais pas avant. D'ailleurs, je me faisais houspiller au lycée pour dire « mais c'est important que tu lises des livres ». Et ce premier livre, c'est le journal d'Anne Frank. Or, pour un garçon, c'était un peu bizarre de s'intéresser à un ouvrage comme celui-là. Mais ce que révélait, et que j'ai compris là aussi beaucoup plus tard, c'est que cette jeune fille, Anne Frank, était enfermée dans un local extrêmement étroit et qu'elle a essayé de s'en sortir, de trouver une porte de sortie, une fenêtre sur le monde, et c'était grâce à l'écriture d'un littéraire, plus ou moins littéraire, mais d'un journal qui lui permettait de se situer un petit peu dans le monde et de survivre. Or, j'étais dans une condition à peu près similaire d'enfermement personnel et de me dire comment je peux extrêmement. Et ça a décidé d'une vocation littéraire. Par la suite, évidemment, il y a d'autres conjonctions qui vont alimenter cette première conjonction, dont notamment, avant la chute du mur de Berlin, un voyage tout à fait périlleux à Prague. Et dans ce contexte de Prague, avec le couvre-feu et les chars russes qui passaient dans la ville, etc., et où nous devions faire très attention, puisque nous étions étrangers et nous venions au nom de quoi, au nom de qui, etc., m'a renvoyé évidemment à un auteur, l'auteur pragois par excellence, c'est Kafka. Et ça va me permettre d'écrire un ouvrage en 83, au moment où je quitte Paris et où je décide d'entrer dans une autre vie, d'écrire donc un ouvrage qui s'appelle Antonio Vidal et qui est
en fait, fait référence à cet univers un peu que j'avais entrevu à Prague, et de nouveau de me ressourcer auprès de Thomas Mann et de Tonio Kreuger. Voilà. Ces deux rencontres, à la limite littéraire, ont décidé d'une écriture particulière. Je ne me suis jamais senti écrivain, là, actuellement, à 77 ans, oui, peut-être, pourquoi pas. Parce qu'il y a des échos. Hein. Mais tant que je n'ai pas trop d'échos, être écrivain, pour moi, c'était encore l'idée, j'étais encore dans la grille que j'avais apprise au collège et au lycée, de la grande littérature du 19e, etc., du début 20e, avec des romans. Des romans. C'était le roman. Être écrivain, c'est écrire un roman en moins de 300-400 pages. Et je ne m'étais jamais senti, d'une part, d'avoir le souffle pour tenir cela, jusqu'au moment où j'ai compris que mes réticences à cela avaient un autre sens. Et que j'étais dans l'urgence et dans la survie, et que quelqu'un qui s'inscrit dans un roman n'a pas ce genre de préoccupation. En général, c'est les écrivains qu'on dit bourgeois ou qui ont le temps de s'installer dans le temps. Et moi, je n'avais pas le temps. J'avais une question de survie, et que même ma langue dans laquelle j'avais décidé de m'exprimer, qui était l'occitan, c'était une langue de survie, et donc il fallait aller au scalpel. Il fallait aller au plus vite, peut-être dans l'expression. Quitte à devenir un peu abscon, ce qu'on m'a reproché pendant quelque temps. Il y a plein de non-dits, évidemment, parce qu'il y a plein de non-dits dans la façon dont je perçois l'univers. Et donc, ce n'est que maintenant que je comprends encore mieux et que je me suis entêté dans cette vision d'écriture, hein, un peu au scalpel et qui va droit un peu au but, qui ne s'encombre pas de psychologie trop, et qui est une écriture qu'on pourrait dire cinématographique, plus. C'est-à-dire que à chaque phrase, on peut voir une image. Hein. Et ça, c'était grâce à un autre auteur que j'ai découvert au niveau occitan, qui est Jean Boudou, qui connaissait les auteurs américains du début du XXe siècle, qui ont une écriture aussi chirurgicale et cinématographique. Chaque phrase, c'est une image de cinéma. Et donc, je suis resté un petit peu dans cette optique-là. Alors, pour reprendre le fil de tout à l'heure, toute cette démarche sur ce travail de création, il a maturé pendant que tu étais au conseil régional ici à Toulouse, dans une approche un petit peu où tu faisais en sorte, disons, de sortir l'Occitanie, de contribuer à sortir l'Occitanie de son côté folkloriste ou de programmation culturelle qui apporte juste une petite couche superficielle, disons, d'originalité locale ou régionale de Languedoc ici à la région. Tu as voulu faire en sorte, par les événements dont tu nous as parlé à l'UNESCO, mais aussi sans doute, je pense, tout en continuant ce travail de création et de fécondation, tu as aussi contribué, parce que je crois que c'est reconnu, en tout cas dans la région, à soutenir les associations, à ce que cette Occitanie soit aussi vivante dans la vie civile, la société civile, ici dans la région. Oui, quand je suis arrivé à Toulouse et dans ce poste, j'ai eu toute une série d'obstacles, logiques, hein, après, et notamment 3 obstacles majeurs. L'obstacle politique, dont j'ai parlé un petit peu, qui était enferré dans sa propre grille, et qui participait ce que j'appelle quelquefois une mentalité de fossoyeur par rapport à sa propre culture. Deuxièmement, l'administration. L'administration, ça a été l'obstacle majeur. Hein. Ça ne bouge pas. Il y a des choses qui ont été réglées et donc on ne change pas. Mais aussi l'obstacle associatif. Parce que la plupart des associations n'avaient pas d'ambition. Elles n'avaient pas d'ambition, c'était logique.
parce qu'on voulait les laisser et que elle-même aussi s'était laissée imprégner de ce terroir, un petit peu dans lequel, hélas, on revient beaucoup aujourd'hui. Un embourbement du terroir. Et que peu se disaient, on ne va pas être entendu, s'il y en a trop d'ambition, non, non, ça ne va pas marcher, ni rien, etc. C'est pour ça que j'ai fait l'opération avec l'UNESCO, pour débloquer des projets beaucoup plus ambitieux. Et culturellement, c'est de s'appuyer sur 3 périodes où la culture occitane s'est manifestée en tant que civilisation. Et les gens ne le savaient pas suffisamment, et encore on ne le sait pas suffisamment. Il y a 3 périodes. 3 périodes fabuleuses qui appartiennent à tout le monde, qui appartiennent à l'humanité. Il y a d'abord la période des troubadours. Alors bon, c'est étudié dans le monde entier. Il y a la période qu'on appelait baroque, et en France le baroque est mal vu. Or, on se trouve à cette époque-là entre l'Italie et l'Espagne, et il y a vraiment quelque chose de très très important qui s'est passé ici, qu'il a fallu reconquérir et faire connaître, et ce n'est pas encore suffisamment connu. Et puis la 3e période, qui elle est un fait civilisationnel, c'est ce qu'on appelait autour de Frédéric Mistral, tout ce renouveau autour de la langue et de la culture, et qui a renoué avec une certaine dignité, et qui fait que Mistral a obtenu le prix Nobel de littérature en 1904. Donc, tout d'un coup, ces 3 périodes nous fait sortir du contexte anecdotique sans oublier la dernière période qui est autour des années 30-50, où avec la revue, tous les bouleversements qu'il y a, et le fait que les intellectuels parisiens sont obligés de partir de Paris pour venir souvent à Carcassonne et autres, et il y a 2 personnalités majeures qui vont nourrir mon itinéraire, c'est Joé Bousquet, ami de Max Ernst et de tant d'autres, dans une période très dure, qui est la période de l'occupation nazie, et René Nelly. Et René Nelly, c'est l'époque des Cahiers du Sud, et il y a un numéro fondamental qui s'appelle « Le génie d'Oc et l'homme méditerranéen ». Et là, tout d'un coup, c'est quelque chose qui va donc me renvoyer de nouveau vers mes chères Pyrénées.